Droit de l'homme c'est consacré. Après des 100 ans ça réglé. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté. Toute vie humaine est une vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie ne vaut pas mieux qu'une autre vie. Il s'ensuit donc que toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. La famine ne tuera personne dans le Mandé. La guerre ne tuera plus jamais de village pour y prélever des esclaves. L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour d'un mur à l'autre, d'une frontière à l'autre, du Mandé. La charte du Mandé, Kouroukanfouga, 1222, Empire du Mali, Soundiata Keïta. Mise en onde Juni Limage, caméra Winnie, microphone le pasteur Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Le 10 décembre dernier, c'était la journée internationale des droits de la personne, des droits de l'homme, des droits de la femme. Et le texte que je vous ai lu au début de l'émission rappelle que, au moins dès le XIIIe siècle, dans nos pays africains, dans l'Empire du Mali, nos ancêtres étaient déjà conscients des droits de chaque homme, des droits de chaque femme. Donc, si aujourd'hui, le 10 décembre est reconnu comme la journée internationale des droits de l'homme, des droits de la femme, ce n'est pas pour nous une réalité du XXe siècle, c'est quelque chose qui remonte au moins au XIIIe siècle. Pourtant, quand on regarde la façon dont fonctionnent nos pays, quand on regarde, n'est-ce pas, le peu de droits qui nous sont consentis dans nos pays africains, dans nos pays antillais, dans nos pays d'afro-descendants, il est important aujourd'hui de dresser un état des lieux. Il est important de se poser la question du quid des droits de l'homme et de la femme dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. Nous allons nous dire les vraies affaires. Nous allons réfléchir à nos droits. Est-ce que nous sommes des citoyens dans nos pays? Avons-nous des droits ou n'avons-nous que des devoirs? Ou sommes-nous de simples sujets soumis aux caprices, n'est-ce pas, des chefs de gouvernement, des présidents, des chefs d'État? Nous allons réfléchir ensemble sur nos droits et sur nos qualités de citoyens et de citoyennes. Allez donc vous faire cette tasse de thé, de café et de chocolat chaud. Je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de présenter un état des lieux des droits de la personne dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants. Et la motivation derrière ça, c'est
de nous demander, mais est-ce que nous sommes traités comme des personnes dans nos pays respectifs? Est-ce que nos gouvernements nous respectent comme citoyens, c'est-à-dire des gens qui ont des droits, ou alors de simples sujets soumis aux caprices des souverains, soumis aux caprices des chefs de gouvernement, soumis aux caprices des chefs d'État? Et lorsque nous aurons constaté qu'on fait fi de nos droits dans nos pays respectifs, eh bien, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire face à des gouvernements qui n'ont aucun respect pour nos droits en tant que personnes, qui n'ont aucun respect pour nos droits en tant que citoyens, en tant que citoyennes. Mais j'aimerais corriger un malentendu terrible, savamment entretenu par les érudits, par les historiens occidentaux, et qui laisse souvent l'impression que l'Occident est la première civilisation à réfléchir sur les droits de la personne. En sorte que lorsque les Nations Unies proclament le 10 décembre comme étant la journée internationale des droits de l'homme, homme au sens générique, entendons de l'homme et de la femme, eh bien, subliminalement, on est en train de nous suggérer que ce n'est qu'à partir du 10 décembre 1948, lorsque les nations ont signé à Paris cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on a commencé à réfléchir, n'est-ce pas, à la question des droits de la personne. Mais vous notez que c'est un malentendu, pire, c'est un mensonge éhonté parce que, au moins depuis le XIIIe siècle, chez nous, en Afrique, dans l'empire du Mali en particulier, eh bien, le souverain promulguait déjà une charte qu'on appelle la charte du Mandingue. Et dans cette charte, fait intéressant, on ne réfléchissait pas seulement aux droits de la personne, on réfléchissait également sur le rapport entre l'humain et son environnement, toute la question de l'écologie. On réfléchissait aussi sur la période ou les périodes au cours desquelles il était permis de chasser et quand il était interdit de le faire. Donc toute la question de la biodiversité, eh bien, vous notez que ce ne sont pas des questions qui sont découvertes par l'Occident au XXe siècle. Eh bien, chez nous en Afrique, dans l'empire du Mali, pour ne citer que ce cas-là, eh bien, le souverain promulguait déjà une charte dans laquelle on parlait des droits de la personne, ce à quoi chaque personne avait droit, mais également du rapport de l'humain avec l'environnement. Donc, la question de l'antériorité de nos civilisations africaines se pose et est validée par le fait même, puisque au moins depuis le XIIIe siècle, on réfléchissait à ces questions-là, que l'on croyait modernes, des questions auxquelles on pensait que seuls les Occidentaux étaient sensibles. Non. Voilà pourquoi lorsque ces kidnappeurs européens sont entrés en Afrique, ils ont tout fait pour effacer toute trace de civilisation, ils ont tout fait pour effacer toute trace d'éducation, ils ont tout fait pour effacer toute trace de culture africaine, comme si eux sont entrés chez nous pour nous sauver de notre nature sauvage et que notre véritable histoire, l'histoire de la civilisation, l'histoire de l'éducation n'a commencé qu'avec eux. Alors que nous savons, d'un point de vue historique, que le Mali, en particulier à Tombouctou, c'était un centre universitaire énorme. Il y avait, n'est-ce pas, des centres d'éducation extrêmement développés, extrêmement avancés en tant que lieu de développement et de transmission de savoir. Donc c'est mon privilège en tant qu'historien de régler une fois pour toutes ce malentendu qui est savamment entretenu, qui est savamment transmis encore dans les départements d'histoire qui sont 9 fois sur 10 des écoles de propagande et qui propagent l'idée, la fausse idée que ces questions de droits de l'homme, ces questions d'écologie sont débattues seulement en Occident, tandis qu'ailleurs, c'était le blackout, c'était tout simplement l'ignorance. Faux.
archi faux, puisque nous avons la preuve qu'en 1222, dans cette charte du Manding, on réfléchissait déjà aux questions de droits de l'homme, on réfléchissait déjà aux questions concernant le rapport entre l'humain et l'environnement, toute la question qu'on appelle aujourd'hui des questions de la biodiversité. Mais arrêtons-nous à quelques-uns des articles de cette charte avant de regarder de plus près les 30 droits fondamentaux de cette charte des Nations Unies. Dans cette charte du Manding, on nous dit que toute vie est une vie et qu'une vie n'est pas plus importante qu'une autre. Vous notez que nous sommes dans un empire et dans un empire, cela va sans dire, il y a les gouvernants, il y a les gouvernés. Et en Occident, on nous donne souvent la fausse impression que certaines vies sont plus importantes que d'autres. C'était très intéressant pendant cette fameuse invasion de l'Irak par les Américains. Tous les jours, en moyenne, il en mourait 50 Irakiens. Mais les journaux n'en parlaient pas. En sorte qu'un Irakien qui meurt, aux yeux des Occidentaux, c'est un fait banal, c'est un fait divers. Cela ne vaut pas la peine de parler de 50 Irakiens qui se font tuer de toutes les façons, tous les jours. Mais quand un soldat américain mourait, quand un soldat américain tombait sur le théâtre de la guerre, le monde s'arrêtait. Et tous les journaux du monde entier, tous les journaux des pays occidentaux nous disaient qu'un soldat américain venait de mourir et on nous présentait, n'est-ce pas, l'arrivée du cercueil sur le tarmac d'un aéroport militaire, les veuves, n'est-ce pas, avec leurs enfants qui étaient là, et souvent le général et parfois même le président américain ou alors le chef du Pentagone qui se déplaçait dans un rituel extraordinaire, comme si la mort d'un Américain était plus importante que la mort d'un Irakien. Quand même, nous sommes alors au XXe siècle. Et pour prendre un autre exemple, c'est tous les jours que l'armée d'Israël tue, n'est-ce pas, des Palestiniens dans le territoire d'Israël. Mais à peu près personne n'en parle. Mais quand un soldat israélien meurt, quand un soldat d'Israël meurt, le monde entier s'arrête et alors les caméras sont tournées vers ces funérailles-là, comme pour nous rappeler que la mort d'un soldat israélien est plus importante que la mort d'un Palestinien. Notez que nous sommes au XIIIe siècle, dans l'Empire du Mali. La charte du Manding dit « Aucune vie n'est plus précieuse qu'une autre vie ». Et à chaque fois qu'on porte atteinte à une vie, cela requiert réparation. Vous notez comment nos ancêtres étaient déjà en avance sur beaucoup d'éléments que l'occidental ne fait à peine qu'effleurer aujourd'hui. Aucune vie n'est plus importante qu'une autre et quiconque causera du tort à la vie de son prochain, n'est-ce pas, devra en payer les conséquences. Déjà, on réfléchissait à la question de la nourriture comme un droit fondamental. On disait que la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas une bonne chose non plus, et qu'il n'y a pas de pire calamité que la faim et l'esclavage. À titre de comparaison, si vous prenez par exemple le Code d'Hammurabi, qui est une charte que l'on retrouve dans le Moyen-Orient ancien, l'équivalent de l'Iran et de l'Irak aujourd'hui, et bien dans ce code-là, l'esclavage est considéré comme étant quelque chose de légitime. Et la vie de l'esclave n'est pas aussi importante que celle du maître de l'esclave. Mais vous notez ici, dans l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, eh bien, l'esclavage est considéré comme une calamité. Et dans cette charte, on affirme péremptoirement que personne dans cet empire ne mourra de faim ni d'esclavage et que d'un mur à l'autre de l'empire, d'une frontière à l'autre de l'empire, l'esclavage et la famine seront bannis.
beaucoup d'hommes d'État dans nos pays occidentaux se pètent les bretelles pour leur tentative de lutte contre la pauvreté. Ici au Québec, le Premier ministre Bernard Landry avait suggéré une certaine date pour enrayer la question de la pauvreté, n'est-ce pas, au Québec. Mais vous notez que déjà au XIIIe siècle, le souverain de l'Empire du Mali disait, écoutez, la question de la famine est une question fondamentale. Le droit à la nourriture est un droit fondamental et que plus personne au sein de l'Empire ne mourra de faim ou de l'esclavage. Donc c'était intéressant de considérer l'antériorité de nos pratiques ancestrales, de considérer l'antériorité de nos pratiques africaines en matière de droit. Nous sommes quand même au XIIIe siècle, avant de regarder ce que les Nations Unies proposent comme droits fondamentaux, comme droits universels de l'homme depuis 1948. Donc on va regarder quelques-uns de ces 30 droits fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. Et à chaque fois, on va se poser la question du quid de ces droits-là dans nos pays. Qu'est-ce qu'il en est véritablement dans nos pays africains d'aujourd'hui, dans nos pays d'afro-descendants? Et c'est intéressant de rappeler que pour le souverain du Mali, Soundiata Keïta, ce n'était pas qu'une charte, ce n'était pas que des paroles en l'air. Au moment où ce souverain régnait justement dans l'Empire du Mali, nous sommes au XIIIe siècle, eh bien, les Arabes pratiquaient déjà l'esclavage. Donc, partout autour de l'Empire du Mali, on pratiquait l'esclavage. Et qu'un souverain dise, écoutez, l'esclavage est une calamité, et d'un mur à l'autre de cet empire, il n'y aura pas d'esclavage, c'est quand même avant-gardiste. Mais mieux, qu'un souverain considère la faim comme une calamité et qu'il allait combattre cette faim, c'est extraordinaire. Mais, je le disais, ce n'était pas que parole, puisque le souverain importait plusieurs cultures, entre autres la culture du riz, n'est-ce pas, dans l'Empire du Mali. Donc quand on veut nous faire croire que la culture du riz en Afrique, n'est-ce pas, c'est la contribution des Asiatiques, c'est faux, puisque au Mali, on pratiquait déjà, n'est-ce pas, la riziculture, on pratiquait la culture du riz. Donc on aurait pu passer toute l'émission à parler de l'avant-gardisme de cette charte du Mandingue, mais ce qui m'intéresse au contraire aujourd'hui, c'est de voir où nous en sommes dans nos pays africains, où nous en sommes dans nos pays d'afro-descendants en matière des droits de la personne. Donc si vous permettez, nous allons jeter un œil attentif à quelques-uns des 30 droits que les Nations Unies considèrent comme des droits fondamentaux de la personne humaine. Le premier droit, cela va sans dire, eh bien, tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Quand on entend ça, on dit mais c'est un idéal. Quand on entend ça, on dit que c'est une utopie. Peut-être que cela ne concerne pas tout le monde. Et vous savez, certaines fois, nous nous comportons comme si un certain type de personne était plus digne qu'une autre catégorie. On va dire, écoutez, on accepte, on s'accommode du fait que ces gens-là qui font partie de la classe supérieure, on s'accommode du fait que ces gens-là qui sont plus riches, on s'accommode du fait que ces gens-là qui descendent de telle famille, c'est normal qu'elles aient accès à telle chose, c'est normal à ce qu'elles mènent une vie plus digne que moi, ou bien que ces gens-là, parce que eux, ceux-là, n'ont pas la même ascendance, parce que eux, ces gens-là, ne dérivent pas de la même famille ou ne portent pas le même nom de famille. Non. Tous les humains sont égaux en dignité et en droit. Et souvent, nous nous comportons en moutons chez nous, dans nos pays africains. Nous nous comportons en moutons dans nos pays d'afro-descendants et nous nous
résignons, nous acceptons le fait, comme si c'était quelque chose de naturel, que certaines familles, que certains groupes aient plus de dignité que nous au nom d'un je ne sais quoi. Pas du tout. Mon éducation, mon nom de famille, ma situation économique ne font pas de moi un être plus digne que vous, ne font pas de moi un être supérieur, n'est-ce pas, à un autre groupe. Nous sommes égaux en dignité. C'est quelque chose qui est coextensif à la nature humaine, c'est quelque chose d'intrinsèque à la nature humaine. Vous savez, quand un politicien ne se comporte pas de manière à nous faire comprendre que nous sommes égaux en dignité, quand dans certains pays, n'est-ce pas, certains hommes, certaines familles se comportent comme si elles étaient supérieures en dignité, c'est à nous la majorité, c'est à nous la masse, n'est-ce pas, de nous révolter pour dire que non, nous sommes égaux en dignité et en droit. Et ça n'a rien à voir avec mon nom de famille, ça n'a rien à voir avec ma tête épidermique, ça n'a rien à voir avec la région d'où je viens, ça n'a rien à voir avec la langue que je parle. Nous sommes égaux en dignité et en droit. Et on va voir quelques-uns de ces droits. Vous savez qu'il y a un corollaire à ce droit fondamental. Puisque nous sommes égaux en matière de dignité et de droit, cela veut dire qu'on ne doit pas me discriminer à cause de mon sexe, qu'on ne doit pas me discriminer à cause de ma religion, qu'on ne doit pas me discriminer à cause de mon origine tribale, qu'on ne doit pas me discriminer, ça c'est important de le dire, je sais que là je vais toucher un point sensible, qu'on ne doit pas me discriminer au nom de mon orientation sexuelle. Vous savez, à chaque fois que j'aborde la question sensible de l'orientation sexuelle comme un droit, eh bien, il s'en trouve beaucoup pour me dire, vous savez, ça c'est une déviation occidentale. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas à aller regarder avec qui je couche ou avec qui l'autre couche dans sa chambre à coucher. Ça regarde sa vie privée. Et la vie privée, justement, c'est aussi un droit fondamental. Vous savez, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, et encore une fois, je suis conscient que je touche, n'est-ce pas, une corde sensible. Je vous avais promis qu'on allait parler des vraies affaires. Dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, nous détestons tout ce qui vient de l'Occident comme si tous les défauts venaient de l'Occident, mais s'agissant de regarder de près, n'est-ce pas, la place que nous réservons aux femmes, s'agissant de regarder de près le traitement que nous infligeons aux filles, s'agissant de regarder de près, n'est-ce pas, à l'intolérance que nous manifestons vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis des lesbiennes, n'est-ce pas? Alors là, nous disons ce sont les défauts des Occidentaux, ça ne rentrera pas chez nous. Permettez que je vous dise, mes frères et mes sœurs, c'est faux. C'est un droit que j'ai de coucher avec la femme que je veux, mais c'est un droit que l'autre a aussi de coucher avec l'homme qu'il veut. C'est un droit que cette femme a de coucher avec la femme qu'elle veut, pourvu que ce soit consensuel. C'est un droit fondamental, les amis. Nous sommes quand même au 21e siècle et ne venez pas me raconter cette chanson que ce sont des déviances ou ce sont des malédictions occidentales. Faux. Quand on voit la discrimination que subissent les femmes dans quelques-uns de nos pays, quand on voit, n'est-ce pas, le peu de droits, la violence que subissent les femmes dans un pays comme Haïti, où c'est banal de gifler une femme. C'est banal, n'est-ce pas, de battre sa femme, et la femme va jusqu'à accepter comme étant un état de fait naturel d'être battue par son mari. Non, il faut s'arrêter à ce droit fondamental, à savoir nous sommes égaux en matière de dignité, et puisque nous sommes égaux en matière de dignité, eh bien, il ne doit pas y avoir de discrimination au nom du sexe, il ne doit pas y avoir de discrimination au nom de la tribu, il ne doit pas y avoir de discrimination au nom de mon origine familiale, il ne doit pas y avoir non plus de discrimination au nom de l'orientation sexuelle.
Je sais bien que cette intolérance est soutenue par les religions de nos pays, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Mais il faut, n'est-ce pas, regarder ces religions-là en face et de dire, écoutez, non, nous sommes au 21e siècle, ce n'est pas normal qu'on lapide des gens, ce n'est pas normal qu'on excise des jeunes filles, c'est de la discrimination au nom du sexe, parce que et mon garçon et ma jeune fille sont égaux en dignité. Vous notez que dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, nous allons traiter différemment le gars comme gars, de la fille comme fille. Très tôt, nous donnons l'impression au gars qu'il est supérieur à la jeune fille, même si la jeune fille est son aînée. Très tôt, dans notre manière, n'est-ce pas, d'élever nos enfants, nous donnons l'impression au gars que lui, il peut tout se permettre parce qu'il est gars, n'est-ce pas? Alors que la jeune fille, elle doit avoir une certaine retenue, elle doit avoir une certaine réserve, et plus tard, nous sommes étonnés que cette femme-là soit battue par un mec. Non, c'est dans la famille qu'on leur a appris que le gars était supérieur, faussement, n'est-ce pas, en matière de dignité par rapport à la jeune fille. Non, pas du tout. Vous notez que c'est plutôt à nous de nous regarder dans le miroir. Mais une civilisation qui ne peut pas s'amender, une culture qui ne peut pas découvrir ses propres faiblesses, ses propres limites, est condamnée à répéter les mêmes forfaits, est condamnée à légitimer les mêmes crimes. Ce n'est pas normal de considérer la femme comme étant, n'est-ce pas, inférieure en matière de dignité, comme ayant moins de droits que les gars, parce que dans notre culture, parce que dans notre religion, parce que dans nos traditions, ça a toujours été comme ça. Il est de tradition que certaines traditions changent. Et franchement, quand on connaît bien l'histoire de l'Afrique, le mauvais traitement ou les mauvais traitements qu'on inflige à nos sœurs est un malentendu historique, un malentendu culturel qui nous a été imposé par les religions importées, ça veut dire le christianisme et l'islam. Quand on regarde l'histoire de l'Afrique c'est le continent dans lequel les femmes ont rempli un rôle de leadership, elles ont été dans l'armée, elles ont gouverné. Et ces mêmes Africaines qu'on a retrouvées en Haïti se sont battues sans complexe parce que chez elles, n'est-ce pas, en Afrique, elles ont eu l'habitude du leadership. Et c'est vraiment par un détournement culturel via l'islam et le christianisme qu'on a remis les femmes à une place inférieure, qu'on a commencé à leur infliger, n'est-ce pas, de mauvais traitements et qu'on les a considérées comme étant inférieures en termes de dignité. Non. Il y a quelque chose que nous devons corriger. Nous sommes égaux en dignité et en droit et qu'aucune discrimination sexuelle, aucune discrimination familiale, aucune discrimination basée sur l'origine tribale ne devrait être acceptée. Un autre droit fondamental, c'est le droit à la vie. C'est le droit à la vie. Vous savez, beaucoup de nos pays aujourd'hui sont soumis à de l'insécurité. Je regarde Haïti, n'est-ce pas, ces jours-ci. Eh bien, le kidnapping devient monnaie courante. Il y a des gens qui attaquent, qui entrent, n'est-ce pas, dans des propriétés privées, qui se saisissent des biens de la personne, qui, au moment de tuer cette personne, se font filmer comme si c'était un trophée que d'attaquer, comme si c'était un trophée que de porter atteinte à une vie humaine. Non. Eh bien, le droit à la vie, c'est aussi le droit à la sûreté de la personne. Et vous savez, qui est responsable de la sûreté d'une population? Vous savez qui est responsable, n'est-ce pas, de la sûreté d'un peuple? Vous savez qui est responsable de la sûreté de chaque individu? Ceux qui dirigent.
C'est pour ça qu'ils sont venus demander un mandat. C'est pour ça qu'ils ont fait campagne. Ils ont identifié des problèmes d'insécurité. Ils ont identifié des problèmes de sûreté. Ils ont identifié des problèmes d'atteinte, n'est-ce pas, à la vie. Et ils ont dit, moi, si vous me faites confiance, je vais pouvoir régler ce problème. Mais ils ont eu le vote. Ils nous dirigent depuis plusieurs années déjà. Et on continue à se faire abattre dans la rue, on continue à se faire abattre chez nous comme des poules, comme des canards sauvages, et on ne leur demande pas de compte, voyons donc. Quand on regarde la situation du Congo, par exemple, où un véritable génocide est en train d'être perpétré au vu et au su de tout le monde, on utilise, n'est-ce pas, des familles comme rançon, on utilise, n'est-ce pas, des individus comme de la chair à canon pour régler ces questions de mines, etc. Et le gouvernement ne fait rien. À quoi servez-vous si vous ne répondez pas à cette responsabilité régalienne première qui est d'assurer la sécurité à votre population? Le droit à la vie, c'est aussi le droit à la qualité de la vie. Vous savez que dans beaucoup de nos pays, on utilise le viol des femmes, le viol des enfants comme une arme. Au Congo, par exemple, malheureusement, le Congo est devenu la capitale mondiale des viols. Le docteur Denis Mukwege, dans ses témoignages, dans ses discours tellement émouvants, nous parle de vagins de bébés qu'il est obligé de réparer parce que des bébés de 18 mois se font violer par des adultes. Et puisqu'on se dit les vraies affaires, dans ce génocide qui se déroule en ce moment au Congo et qui dépasse de loin les chiffres du génocide de Rwanda dans les années 90, il faut se poser la question de la responsabilité des autorités rwandaises dans ce génocide qui se trame de nos jours au Congo. Et vous savez, souvent, entre les politiciens, il y a un combat de coq. Entre les politiciens, n'est-ce pas, il y a ce combat de chapelle. Et c'est les masses, c'est les populations qui subissent, n'est-ce pas, ces violences-là, qui doivent réclamer des changements, qui doivent tout faire pour obtenir réparation. Un autre droit fondamental, c'est le droit de ne pas être esclave. Je lisais les statistiques, vous savez, on parle de plus de 20 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde. On parle d'esclavage en Mauritanie, on parle d'esclavage en Libye, on parle d'esclavage, n'est-ce pas, moderne, parce que nous faisons travailler des enfants contre leur gré, nous retenons des gens dans le travail pour des questions de dette. Chez nous en Haïti, la manière dont nous traitons, n'est-ce pas, les servantes, celles qu'on appelle les saintanises, ça, ce n'est pas sans rappeler l'esclavage que nous avons subi. Eh bien, le droit de ne pas être esclave, c'est un droit fondamental. Nul ne devrait être tenu de travailler sans son consentement ou dans des conditions qu'il n'approuve pas. Le droit de n'être ni torturé, ni traité de façon inhumaine. Déjà, la manière dont certains parents traitent certains enfants, n'ayons pas peur du mot, c'est de la torture. Il y a cette punition que nous infligeons aux enfants. Il y a cette bastonnade que nous infligeons à nos enfants. Il y a ce coup de poing que nous, n'est-ce pas, que nous portons à nos enfants qui n'est ni plus ni moins que de la torture. Est-ce guère étonnant que, sans les approuver justement, que nos policiers, que nos militaires nous traitent de manière inhumaine alors que c'est un droit fondamental de n'être ni torturé ni traité. Nous acceptons encore une fois certains états de fait comme étant normaux parce que nous sommes en Afrique. Nous acceptons certaines pratiques comme étant normales parce que nous sommes dans un pays de noirs alors que nous sommes égaux en matière de dignité. Nous avons le droit de ne pas être torturés ni de traiter de façon inhumaine.
Le droit de ne pas être torturé ni traité injustement a un corollaire. C'est celui de ne pas être détenu injustement. Vous savez, en Haïti, par exemple, quelqu'un qui vole une poule peut se retrouver en prison depuis plusieurs années sans n'avoir jamais vu son juge naturel. C'est-à-dire, il n'a pas encore été condamné, il n'est qu'accusé. Il est accusé de vol de poule et pourtant il se retrouve en prison depuis plusieurs années. Et dans nos pays, dire que des prisonniers ont des droits, c'est un langage d'extraterrestre, c'est un langage de fou. Mais non, le prisonnier, celui qui est en prison, qui a été reconnu coupable, encore faut-il qu'il ait été reconnu coupable, a aussi des droits. Le droit de ne pas être torturé, le droit d'être traité justement. Les prisonniers ont des droits. Et dire que dans nos pays, quelqu'un peut être retenu contre son gré, jeté en prison pendant des années, sans qu'il n'ait, n'est-ce pas, vu son juge naturel, sans qu'il n'ait été officiellement condamné, et on supplie le gouvernement de nous accorder la faveur de libérer un homme ou une femme qui n'a jamais été condamné et nous réclamons ça comme une faveur. Non, c'est un droit. Si nous ne réclamons pas nos droits et si nous ne tenons pas nos dirigeants comme responsables de ces crimes-là, les choses ne changeront pas dans nos pays et ne comptons pas sur les pays occidentaux pour venir changer les choses chez nous parce que 9 fois sur 10, ce sont des tuteurs occidentaux qui maintiennent ces régimes-là en place parce que ça leur permet, n'est-ce pas, d'avoir, si vous voulez, l'exclusivité en matière de commerce. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du Dr Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Le droit à la nationalité. Vous savez, il y a ce jeu mesquin. Tout le monde sait que dans le droit international, on obtient la nationalité soit par le sang ou par la naissance, qu'on appelle le droit du sol. Eh bien, déjà en République dominicaine, nous avons des centaines de milliers de nos compatriotes à qui la République dominicaine nie ou récusent, n'est-ce pas, la nationalité, malgré le fait qu'ils sont nés sur le territoire au nom de toutes sortes d'artifices. Mais le problème, c'est que ce même état de fait existe aussi dans beaucoup de pays africains où on nie la nationalité à telle personne, à tel enfant qui est né pourtant, n'est-ce pas, sur le sol et qui devrait automatiquement bénéficier de la nationalité. Nascere en latin, verbe duquel dérive nationalité, signifie naître. Donc, le droit du sol devrait être un droit fondamental. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas de nationalité parce que les États où ils sont pourtant nés leur récusent ce droit. La liberté d'opinion et d'expression, c'est normal de critiquer un chef d'État, c'est normal de critiquer, n'est-ce pas, un personnage public, c'est normal de critiquer quelqu'un qui est venu réclamer un mandat et qui dirige, n'est-ce pas, les affaires publiques. C'est normal de les critiquer. La liberté d'opinion et d'expression, c'est une liberté fondamentale. Et pourtant, nous continuons à nous comporter comme si le fait de pouvoir opiner, le fait de pouvoir critiquer un gouvernement était une faveur qui était réservée à un petit groupe, en sorte que quand quelqu'un émet son opinion, quand quelqu'un critique un certain gouvernement, eh bien, on a peur qu'on ne vienne le chercher, mais il faut dénoncer ces choses-là. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, ce sont des droits fondamentaux. Et au 21e siècle, n'est-ce pas, c'est des droits qu'on ne devrait même pas discuter. C'est des droits qu'on ne devrait même pas remettre en question.
Pourquoi en matière de droit politique, nos pays nous donnent l'impression qu'ils sont encore au fin fond du Moyen-Âge? Cela me brise le cœur, car je viens de vous parler au début de l'émission du royaume du Mali, n'est-ce pas, au XIIIe siècle. Nous étions au Moyen-Âge et pourtant c'est un empire qui était tellement à l'avant-garde de son temps. Aujourd'hui, pourtant, au XXIe siècle, dans beaucoup de nos pays, nous ne pouvons pas critiquer un maire, nous ne pouvons pas critiquer un parlementaire, nous ne pouvons pas critiquer un chef d'État sous peine d'être persécutés. Le droit à la démocratie. Toute personne a droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement ou indirectement. Le droit à la démocratie, c'est au fait le droit à l'autodétermination. Si je décide que j'ai les capacités de faire de la politique dans mon pays, eh bien ce sera aux électeurs de décider du contraire. Ce n'est pas normal que dans nos pays, on récuse à certaines personnes le droit d'être impliquées dans les affaires publiques parce que tel pays tuteur ne veut pas de cet homme. Regardez comment injustement Laurent Gbagbo a été gardé en dehors des affaires de son pays, malgré le fait qu'il n'a pas été reconnu coupable par le tribunal pénal international. On a trouvé une façon de le garder loin, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un droit fondamental que de participer à la vie démocratique de son pays. Et lorsqu'on voit cela collectivement, c'est un droit fondamental dont disposent les collectivités de décider de leurs affaires collectives. Le droit à la sécurité sociale. Quand on constate comment nos populations, comment nos masses sont livrées à elles-mêmes, elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas accès à l'eau potable, elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas accès à un logement décent, elles sont livrées à elles-mêmes, n'est-ce pas, elles n'ont pas accès à une nourriture saine et équilibrée, elles sont livrées à elles-mêmes en sorte que vous vous demandez, mais quel est le rôle de l'État si l'État ne fournit pas une sécurité sociale à sa population? C'est le cas dans la plupart de nos pays noirs, c'est le cas dans la plupart de nos pays africains, c'est le cas dans la plupart de nos pays afro-descendants. Et nous acceptons cela sans demander des comptes à nos dirigeants. Et pire, les dirigeants pillent justement nos ressources, n'est-ce pas? Ils exportent nos ressources, ils placent leur argent, en fait notre argent, dans des banques étrangères, tandis que la majorité d'entre nous continue, n'est-ce pas, à être traités comme des animaux, comme des chiens. Un politicien canadien a déjà dit que si on traitait un chien comme le gouvernement haïtien traite les Haïtiens, celui qui traite ainsi son chien serait en prison pour plusieurs années. Or, nous acceptons, n'est-ce pas, comme humains, qu'on nous traite de manière infrahumaine, qu'on nous traite en sous-hommes. Aucune sécurité sociale. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas droit à l'eau potable. Ce n'est pas normal que nous ne puissions pas manger à notre faim. Ce n'est pas normal, j'en ai déjà parlé, que nous n'ayons pas droit à la sécurité. Eh bien, la sécurité sociale est un droit fondamental. Le droit au travail. Considérez donc les chiffres du chômage dans nos pays. Lorsque vous regardez, n'est-ce pas, nos pays, la plupart des gens aimeraient travailler, mais l'État ne fournit aucun effort pour mettre sur place, n'est-ce pas, les conditions favorables à la création d'emplois, en sorte que la majorité de nos compatriotes, la majorité de nos jeunes se retrouvent au chômage. Et parce qu'ils sont au chômage, ils sont tentés par la criminalité. Parce qu'ils sont au chômage, ils ont les yeux rivés, ils ont les yeux fixés vers les grandes capitales de ce monde. Et vous savez ce que ça fait? C'est qu'on ne pourra jamais faire du développement ainsi.
Puisque nous n'arrivons pas à garder notre jeunesse, nous n'arrivons pas à garder, n'est-ce pas, nos cerveaux. J'ai parlé dans une autre émission de la fuite du cerveau comme un outil du néocolonialisme. Les pays tuteurs s'arrangent pour créer de l'instabilité dans nos pays, en sorte que nos élites, les gens qui sont formés, se tournent, n'est-ce pas, ailleurs pour élever leur famille. Mais on ne pourra jamais faire du développement quand la majorité de nos jeunes, n'est-ce pas, partent vers l'étranger, quand la majorité de ceux qui en ont les compétences pour faire du développement partent vers les pays étrangers, parce que nos gouvernements ne se rappellent pas, nos gouvernements ne se soucient pas du fait que le droit au travail est un droit fondamental. C'est une question de dignité que de pouvoir nourrir sa famille. C'est une question de dignité que de pouvoir mettre le pain et le beurre, n'est-ce pas, formule générique ici, sur la table pour nourrir les siens. Mais qui doit créer les conditions favorables au travail? Mais c'est l'État. Le droit à l'éducation, oh là là. Chez nous en Haïti, le taux d'analphabétisme aussi entre 40 et 43%. Imaginez. La première république noire du monde moderne, n'est-ce pas? Nous avons conquis notre indépendance depuis 1804 et depuis les années 1860 au moins que nous nous concentrons sérieusement sur les questions de l'éducation. Imaginez, nous sommes au 21e siècle et le taux d'analphabétisme aussi entre 40 et 43%. C'est une véritable farce. Parce que ceux qui nous dirigent ne veulent pas justement que la population ait accès aux pains d'instruction. Cuba a réglé le problème d'analphabétisme en 2 ans. À la révolution castriste, n'est-ce pas, il y avait quelque chose comme 30% d'analphabètes à Cuba et en 2 ans, les Cubains ont réglé ce problème. Est-ce normal chez nous que beaucoup de jeunes filles qui sont en âge de scolarisation n'aillent pas à l'école et on accepte cela comme étant normal, on accepte cela comme une valeur tribale, on accepte ça comme une pratique traditionnelle? Est-ce normal que beaucoup de nos jeunes gars qui sont en âge d'aller à l'école soient obligés de travailler pour nourrir la famille, eux les enfants? Le droit à l'éducation est un droit fondamental. Que dire du droit aux soins de santé? Vous savez, dans les pays développés, on estime qu'il faut au minimum 25 médecins par 10 000 habitants. Mais vous savez, dans la plupart des pays africains, dans la plupart des pays d'afro-descendants, c'est parfois moins que 1 médecin pour 10 000 habitants. En Haïti, c'est moins qu'un médecin par 10 000 habitants. Et pourtant, vous savez, il y a beaucoup de médecins haïtiens ici au Canada, beaucoup de médecins formés en Haïti, aux États-Unis ou en France. La vérité, c'est que 5 ans après être formé en médecine, le médecin haïtien laisse Haïti vers d'autres cieux. Je ne le condamne pas. On cherche tous, n'est-ce pas, un mieux-être. On cherche tous, n'est-ce pas, des endroits où il fait bon vivre pour élever nos familles et pour pouvoir nous épanouir. Mais quels sont ceux qui sont responsables de cette fuite de cerveau? Les autorités locales qui ne sont pas foutues d'offrir à nos professionnels, n'est-ce pas, un milieu de vie assez attrayant pour qu'elles restent, n'est-ce pas, ces gens compétents-là. Ces personnes compétentes-là, dis-je, mais c'est aussi les tuteurs internationaux qui s'arrangent pour qu'il y ait toujours de l'instabilité de manière à attirer les pull factors, de manière à attirer nos cerveaux vers leur territoire. Quand nous faisons un état des lieux des droits fondamentaux de la personne humaine, ayons le mal courage de reconnaître que dans nos pays, oublions l'Occident pour l'instant, dans nos propres pays, on ne nous considère pas comme des humains. Dans nos propres pays, nous sommes traités comme des sous-hommes. Nous nous sommes battus pour la décolonisation. Nous nous sommes battus pour l'abolition de l'esclavage.
Et que récoltons-nous dans nos pays? Nous ne mangeons pas à nos faims, nous ne travaillons pas, nous n'avons aucune sécurité sociale, il n'y a aucune sécurité de la personne humaine, nous n'avons pas droit aux soins médicaux, l'éducation demeure un luxe, mais finalement, est-ce que nos propres gouvernements nous traitent comme des citoyens? À cette question, la réponse elle est évidente que non. Nous sommes considérés comme des choses, comme à l'époque de l'esclavage. Nous sommes considérés comme des objets, comme au bon vieux temps de la colonisation. Et c'est par notre faute. Parce que nous avons voté pour des gens qui ne nous traitent pas en humains et plutôt que de les renverser, plutôt que de nous révolter, plutôt que de nous fâcher, nous nous tournons vers de la bondieuserie. Nous prions Allah, nous prions Jéhovah, nous prions Jésus, comme si ces idées-là, parce que ce sont fondamentalement des idées, allaient venir changer notre situation socio-économique. C'est à nous de le faire. Et c'est pour ça que j'ai dit que ces religions importées-là font partie, n'est-ce pas, des arcs-en-ciel zombificateurs. Car s'il y avait moins de religion, s'il y avait moins de Jésus, s'il y avait moins d'Allah, s'il y avait moins de Mahomet, ça fait longtemps que nous nous serions mis debout pour demander des comptes à nos dirigeants et pour exiger que nous ayons nous aussi accès à ces droits fondamentaux. Le travail, ce n'est pas un luxe. Manger à sa faim, ce n'est pas un luxe. L'éducation pour nos enfants et pour nous-mêmes, ce n'est pas un luxe. Les soins médicaux ne devraient pas être un luxe. Pourquoi dans nos pays qui disposent pourtant d'énormes ressources, nous acceptons qu'on nous traite pire que des animaux dans les pays occidentaux? C'est nous qui acceptons cela. Et puisque c'est à nous de changer cela, pour y arriver, nous devons nous fâcher, nous devons nous révolter. Il y a un mot pour cela. Nous devons provoquer des révolutions dans nos pays. J'espère que cette petite réflexion sur la charte du Mandingue qui date du XIIIe siècle et qui était tellement en avance en matière de droits de la personne, qui était tellement en avance en matière de sécurité sociale, qui était tellement en avance en matière, n'est-ce pas, de ce qu'il ne faut pas faire à un être humain. Et cette comparaison entre la charte universelle des droits de l'homme, dont on a célébré l'anniversaire ce 10 décembre dernier, j'espère que cette comparaison va nous ouvrir les yeux, que cette comparaison va nous provoquer à la colère, et nous porter à dire basta, c'est assez. C'est assez que nous ne puissions pas manger à notre faim. C'est assez que nous ne puissions pas élever nos enfants. C'est assez que nous n'ayons pas droit à la sécurité. C'est assez que nous n'ayons pas droit à des soins médicaux. Si nous sommes des humains, nous devons exiger d'être traités comme des humains. Merci de nous avoir prêté votre attention. Nous vous souhaitons une excellente semaine. N'oublions pas, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en
dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. L'émission Lumière sur le monde est désormais disponible sur la chaîne panafricaine de Media to Africa via Facebook et YouTube. Merci à notre fier partenaire. On est ensemble.